Bienvenue dans ce premier CQFR de la semaine. Avec moi aujourd'hui Théo qui est de retour pour parler un petit peu de l'actu NBA. Et comme tous les lundis, justement, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Et là, aujourd'hui, ça veut dire donc le match des Bleus. Ça veut aussi dire un petit peu de l'actualité en NBA. Et on va essayer de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc Théo, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Écoute, et surtout, j'hallucine un petit peu parce que je pars en vacances, on parle de James Harden. Je reviens de vacances, on parle encore de James Harden. Comme quoi, quand je tourne le dos, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bah, c'est vraiment le dossier de l'été avec la Coupe du Monde. Donc c'est un petit peu notre fil rouge dans les CQFR, les podcasts, etc. Parce que c'est un petit peu les seuls endroits où il y a des rebondissements. Mais donc là, on va pouvoir aller un petit peu dans le détail, c'est cool. Parce que voilà, sans transition, l'équipe de France a enfin fini sa préparation. Là, on se prépare vraiment à disputer la Coupe du Monde qui commencera le 25 août pour se terminer le 10 septembre en Asie. Et donc les Bleus ont joué leur préparation. Et s'ils étaient jusqu'ici invaincus, ils ont pris la première défaite face à l'Australie ce week-end. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de se replonger un petit peu sur ce match, sur la préparation globale, sur ce qu'on avait aimé, pas aimé, etc. Donc voilà, pour le score exactement, on a fini le match sur 74-78 en faveur de l'Australie. Comme j'ai dit, c'est la seule défaite de l'équipe de France en préparation. Donc il y avait quand même un petit sentiment de déception, surtout qu'on n'avait jamais fait une préparation où on a fini invaincu. C'était l'opportunité de éventuellement d'écrire l'histoire. On l'a pas fait. Maintenant, c'est une petite défaite, ça peut être positif pour les Bleus. Théo, toi, du coup, tu étais en vacances. Qu'est-ce que tu retiens quand même à distance, on va dire, de cette rencontre-là? Ouais, bah déjà, effectivement une petite défaite, hein. Ça s'est joué même jusque dans la dernière minute, c'était serré. Faut rappeler aussi que l'Australie, bah, depuis plusieurs années, c'est quand même une des grosses équipes sur la scène internationale. On se rappelle qu'ils nous avaient, alors ça remonte un petit peu, mais aux Jeux Olympiques 2016, ils nous avaient sévèrement giflé. Ils avaient fait un super parcours. C'est une équipe qui joue tout le temps dur, quel que soit l'effectif. C'est une équipe qui joue dur, qui a une forte identité. Donc pas forcément surpris finalement de cette contre-performance entre guillemets des Français, même si bien sûr je pense il y avait la possibilité de passer sur ce match-là. Ça reste des matchs de préparation. On sait aussi que le roster a un petit peu bougé. On pourra y revenir un petit peu, Benjamin, avec Mathias Le Sort qui va rejoindre le groupe finalement pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas forcément inquiétant. Voilà, l'Australie, de toute façon, on s'en doutait, encore une fois, ça va être une grosse équipe. C'est une équipe qui est. J'aime bien cette équipe parce que c'est le genre d'équipe qui se bat pas toute seule en fait. C'est vraiment, ça joue dur, ça joue jusqu'à la dernière seconde. C'est jamais facile de les manœuvrer. Donc c'est pas mal aussi, je pense, quelque part, si on veut chercher un peu le côté, regarder le verre à moitié plein, une défaite comme ça avant la compétition, ça rappelle qu'il faut pas s'enflammer, ça rappelle que ça se joue à rien, une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, des Jeux Olympiques, ça peut se gagner ou se perdre sur une minute, sur deux possessions s'il le faut. Donc voilà, je pense que ça peut permettre aussi de recentrer tout le monde un petit peu avant le début officiel de la compétition. Et puis il y a quand même des points positifs avec notamment Evan Fournier qui a fait encore un gros match offensivement, 29 points, qui a été très bon. Pareil pour Gershon Yabusele, donc il y a quand même voilà, il y a quand même des choses positives, je pense, à retirer de ce match. Bah, carrément. Et puis, c'est vrai que tu l'as dit, l'Australie, c'est une équipe qui est vachement forte de manière générale sur le plan FIBA. Et c'était un petit peu le gros test de l'équipe de France. Donc là, qu'on perde, c'est pas si grave. Surtout que l'Australie, pour avoir vu un petit peu des extraits des matchs précédents, développe un jeu collectif qui est quand même, depuis le début de la préparation, spectaculaire en termes de tactique, en termes d'organisation. C'est un groupe qui se connaît, donc je pense qu'il n'y a pas à rougir pour la défaite. Maintenant, voilà, tu as raison, effectivement, il y a du positif. Ce qui est frustrant, c'est quand même que on a très bien commencé ce match. On a commencé à 19-5. Evan Fournier était en feu dès le départ. Il a marqué 12 points très rapidement. Et en fait, tout était en place pour qu'on gagne ce match. Mais au fur et à mesure, on s'est fait manger. On s'est fait grignoter notre retard et on a perdu. Et ce qui me frustre un petit peu, c'est que depuis la préparation, on revoit les mêmes problèmes en boucle. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui nous a tués aussi. C'est qu'on a laissé trop de rebonds offensifs à l'équipe adverse. Ils ont pris 20 rebonds offensifs. Et depuis le début de la préparation, on en parlait avec Antoine plus tôt dans la semaine, c'est toujours le problème. C'est qu'on laisse nos ennemis approcher au rebond. On a une bonne défense au global, mais après, si on perd les rebonds offensifs, ça perd son intérêt parce que ça crée généralement des super opportunités. On se fait marquer dessus dans la raquette et les équipes reviennent. Et il y a les balles perdues aussi. 22 ballons du coup qui ont été perdus face à l'Australie pour 20 passes décisives. C'est pas exactement le ratio qu'on aime, c'est plutôt dans l'autre sens d'habitude. Euh, et du coup, bah, c'est vachement frustrant parce que en fait, tout est en place, on défend bien. Le jeu, de manière générale, il y a quand même une alchimie collective, on a un groupe qui se connaît, et cetera. Mais pourtant, on perd pas mal de ballons et puis on concède plein de rebonds offensifs
Donc, je trouve que c'est le point frustrant de la préparation et au global, voilà, moi je retiens ça et ce match-là, il nous rappelle en particulier qu'il faut qu'on fasse attention à ça, qu'il faut qu'on fasse attention à la manière dont on garde le ballon et qu'on fasse moins de pertes de balles et que, bah, c'est des axes de progression prioritaires avant le début de la compétition parce que 25 août, c'est Canada, ça commence dur. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai que pour le coup, ces deux aspects du jeu que tu soulignes, c'est vraiment deux des forces de l'Australie. Ils sont hyper agressifs au rebond offensif. Défensivement, c'est vraiment le genre d'équipe qui a tout pour te faire un petit peu sortir de ton jeu, quoi, qui défend dur, qui est sur les lignes de passe, etc. Donc, effectivement, face à une équipe avec ce type de profil, bah, ça met en exergue un petit peu nos lacunes. Après, bon, voilà, je pense que. Pour revenir un petit peu sur l'arrivée de Mathias Le Sort dans le groupe, il faudra voir aussi quelle sera sa place dans la rotation. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui est très fort à l'énergie. Justement, en termes de rebond offensif, je pense que c'est le type de joueur qui peut te donner des secondes opportunités de marquer. Donc ça va changer un petit peu potentiellement la donne. Voilà, en tout cas, l'équipe de France sait sur quoi se reconcentrer avant les débuts de la compétition. Ce qui est pas mal quand même, c'est que je trouve que on part avec finalement une équipe qui est quand même plus en place que lors du dernier championnat d'Europe où pendant longtemps on se demandait un petit peu quelle allait être la rotation, quel allait être son vrai visage. Là, je pense que Vincent Collet part avec voilà, des choses un peu plus ancrées. Maintenant, voilà, c'est encore une fois, tu as raison de le souligner, premier match contre le Canada sera un gros match. Faudra avoir du répondant tout de suite. Et puis après voilà, c'est un championnat d'Europe et un championnat du monde pardon, qui va être très ouvert, donc ça va être passionnant à suivre. Carrément et pour, compléter sur Mathias Lessort du coup et faire la transition vers ce thème-là un petit peu de ce renfort-là qui fait du bien. Donc voilà, Mathias Lessort qui était un petit peu, dans les choux avec sa cheville, on savait pas exactement ce qu'il avait. C'était une blessure qui était pas trop inquiétante, il se préparait quand même et surtout son club en Grèce, le Pana qui vient de le signer, était pas très enclin à le laisser partir. Donc là, c'est bon, c'est enfin confirmé. Il viendra mardi, donc demain, puisqu'on fait ce podcast le lundi. Et c'est assez rassurant déjà de le retrouver parce que comme j'ai dit, le problème, c'est les rebonds. Mathias Le Sort, comme toi tu l'as dit, c'est vraiment, ce mec qui va apporter de l'énergie. En Europe, c'est quelqu'un qui a vraiment, commencé à prendre une place importante dans le paysage parce que justement, c'est un fort intérieur, fort rebondeur, très polyvalent. Je pense qu'il va pouvoir jouer un rôle très important quand même dans ce groupe, de l'équipe de France. Et puis ça compense aussi le départ de Franck Liquilina, qui en l'occurrence est une grosse déception parce que, voilà, c'est un coup dur la blessure de Liquilina. Hem il était parfait en fait pour compléter la rotation extérieure. Là, c'est un peu plus creux sans lui. Donc là, ça fait vraiment du bien de le retrouver. Hem, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur le sujet. On C'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé au final, un petit peu en fil rouge de cet épisode-là, mais le sort, c'est quand même un bel ajout, quoi. Ouais, carrément. Et puis, non, non, je partage tout ce que tu dis, hein. Ça va être intéressant de voir aussi quelle sera sa place dans la rotation. Ce sera intéressant de voir à partir de quand il joue, si il rentrera dès le premier match ou pas, parce qu'il faut quand même, il y a le voyage, il y a le fait de s'acclimater au décalage horaire, tout ça. Donc, je sais pas s'il pourra être vraiment, enfin, sur le terrain dès le match contre le Canada. En tout cas, voilà, on va suivre ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe de France, qui ont joué plein de compétitions, qui savent l'importance de bien débuter un championnat de ce type. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai vraiment trop hâte qu'on soit vendredi pour voir ce premier match face au Canada. Je pense qu'il devrait donner le ton pour le reste de la compète. Carrément. Donc, rendez-vous vendredi 15h30 pour ce France-Canada en ouverture du championnat et pour information, le calendrier après, c'est Lettonie et puis Liban dans ce groupe H. Voilà. On fait la transition, je pense qu'on peut commencer à parler un petit peu plus de NBA en l'occurrence, parce que même si, là on est vraiment dans la période du basket FIBA avec cette coupe du monde, la NBA continue hors terrain, en coulisses et James Harden, c'est vraiment notre acteur principal dans ce domaine-là. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, éventuellement qui sortent d'une grotte, il a demandé son transfert au début de l'été et là il essaie un petit peu de forcer les choses. La semaine dernière, on en parlait parce Un qu'il petit avait peu, c'est le traité, plus bel euphémisme de l'histoire du CQFR, je pense. ah oui, voilà, clairement. Il essaie clairement de forcer les choses. On en a parlé toute la semaine en plus parce que bon, c'est vrai qu'il y va droit, quoi. C'est-à-dire que la semaine dernière, il traite Daryl Morey de menteur. Il dit qu'il rejouera plus. Et là, ce qui se passe cette semaine et ce qui s'est passé ce week-end, c'est que la NBA a décidé de lancer une enquête parce que ce que fait James Harden, bah, ça intrigue un petit peu. Est-ce qu'il est en train de menacer les Sixers de ne pas jouer? Ce qui serait un petit peu grossier parce que c'est évidemment interdit par les règles de la ligue. Est-ce que les Sixers, à contrario, lui aurait promis un contrat, massif, ce qui est évidemment aussi interdit et aurait contourné le cap. Donc l'NBA enquête là-dedans pour savoir qui sanctionnait et comment
Et du côté de James Harden, bah voilà, ça bouge pas. Il n'y a pas de transfert qui est prévu. Daryl Morey et les Sixers veulent le récupérer. James Harden, lui, veut toujours partir, mais il n'y a pas vraiment de marché en échange. Et apparemment, il n'aurait pas l'intention de venir au training camp. Donc là, on a une grosse guerre. L'NBA qui vient se mêler là-dedans. Voilà, Théo, c'est un peu fouillis tout ça, mais qu'est-ce que tu en retires, toi? Alors, plein de choses et pas grand-chose à la fois. La première chose quand même qui me revient tout le temps en tête, c'est que si James Harden voulait partir, bah, il pouvait être free agent dès cet été, hein. Personne ne l'a forcé personne lui a mis le couteau sous la gorge pour le forcer à activer sa clause et donc sa dernière année de contrat avec les Sixers. Il pouvait être free agent et signer où il voulait. Ce que ça m'inspire aussi, c'est que finalement, c'était assez marrant parce que tout de suite, il a dit qu'il voulait jouer qu'aux Clippers. Moi, j'étais assez surpris. Je voyais pas trop pourquoi les Clippers se mettraient là-dedans. Finalement, bah, je pense que ça montre bien que les Clippers n'avaient pas une envie folle ou du moins n'étaient pas prêts à se saigner pour faire venir James Harden. Ça montre aussi que le marché est pas très fort, hein, pour James Harden. Et je pense que tout ça s'est renforcé un petit peu au bout d'un moment. Je pense que c'est ce qu'il a montré, la façon dont il est parti de Houston, la façon dont il est parti de Brooklyn, et maintenant la façon dont il essaye de partir des Nets, doit quand même refroidir pas mal d'équipes qui se disent mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire venir ce joueur-là et de lui promettre dans la foulée un contrat sur plusieurs années, puisque c'est ce qu'il recherche, alors que si ça se passe mal, il risque de nous mettre la pression. Donc tout ça, voilà, c'est ce que ça m'inspire, cette histoire de James Harden. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu notes, le fait que la NBA vienne mettre son nez là-dedans, parce qu'effectivement, on sait, bon, c'est des secrets de polichinelle, que très souvent, quand il y a des renégociations, quand des joueurs arrivent dans une équipe, il y a des espèces de poignées de main en coulisses pour dire, bon, bah écoute, t'inquiète pas, dans 2 ans, on va te mettre bien, on va te promettre tel ou tel contrat, même si c'est totalement interdit, on sait que c'est comme ça que ça se passe généralement. Par contre, on sait aussi que les fois où les équipes se font griller, ça coûte cher. Ça coûte même très cher à une franchise voilà, d'être pris en flagrant délit ou du moins d'être convaincu, enfin que ce soit prouvé qu'il y a eu une négociation comme ça interdite. Comme on en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne, Benjamin, moi ça m'a fait penser en fait au Minnesota Timberwolves qui s'était fait prendre en flag comme ça avec un joueur qui s'appelait Joe Smith, un ancien premier choix de draft finalement qui a jamais été aussi fort qu'on pouvait l'espérer, mais qui était quand même un joueur un joueur honnête de rotation. Les Wolves avaient fait une promesse comme ça durant une intersaison. Ils se sont fait prendre et ils l'ont payé très très cher. Je crois même que tu as retrouvé un petit peu la sanction que les Wolves avaient dû payer, mais on va pouvoir détailler ça. Mais en gros, ça avait quand même pas mal pourri les espoirs de Kevin Garnett de pouvoir aller chercher un titre avec Minnesota. Ça les avait carrément handicapés, quoi. C'est ça, j'ai pris le détail du coup parce qu'on en avait parlé en off. Les Wolves donc ont pris 3,5 millions de dollars de suspension. Alors bien sûr, à échelle d'une franchise NBA, c'est pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, ça va sans doute être beaucoup plus gros et ça fait toujours mal. Mais surtout, ils ont dû abandonner leur tour de draft, leur premier choix de draft, enfin leur premier tour de draft, pardon, pendant 5 ans. Alors au final, ils en ont récupéré un quelque part parce que la sanction, elle est quand même vraiment violente en l'occurrence. Mais c'est une sanction, voilà, qui est dingue, quoi. Et au-delà de ça, le propriétaire a été suspendu. Kevin McHale, qui à l'époque était vice-président des opérations basket, du coup, a pris la suite. Enfin, c'était quelque chose d'assez fou. Et il faut dire que là, si aujourd'hui ça arrive aux Sixers, bah, il faut imaginer, on en parlait aussi plus tôt cette semaine, on en parle beaucoup sur le site en ce moment, que le potentiel départ de James Harden, c'est potentiellement le début de la fin du projet des Sixers. Et si ça se trouve, il y a une reconstruction qui est là quelque part dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Si jamais on leur prend tout leur tour de draft, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir du mal à reconstruire. Et même s'ils veulent être compétitifs, c'est les prives d'assets pour construire une équipe compétitive. Donc s'ils perdent Harden et qu'en plus ils perdent ce genre de capital draft, pour eux ça va être terrible parce qu'ils n'auront plus de moyens de se relever et ça risque d'être très compliqué. Donc là, clairement, je pense que cette enquête de la NBA, elle est déterminante parce que les conséquences pourraient être dingues. Et puis même pour Harden, donc il y a cet enjeu là de contourner le cap. Il y a aussi cet enjeu de ne pas jouer parce que donc il y a une clause dans le CBA qui permet aux Sixers d'empêcher James Harden de devenir agent libre s'il décide de retenir ses services. C'est l'expression consacrée dans les règles de la ligue pendant plus de 30 jours. Donc, c'est-à-dire que si James Harden ne vient pas au training camp, qu'il refuse de jouer, qu'il s'entraîne pas, etc., et ben, les Sixers pourront complètement le bloquer et l'empêcher de signer dans un autre club, que ce soit en NBA ou en Europe. Donc, en l'occurrence, ça leur donne un petit peu un levier pour soit essayer de le faire jouer, soit essayer d'obtenir un plus gros transfert de la part d'une autre équipe qui pourrait se dire bon, bah, je vais attendre dans 1 an qu'il soit disponible. Mais du coup, là aussi, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc là, je trouve qu'on est sur des proportions jamais vues. Il y a des sanctions de fou qui pourraient tomber. On n'a jamais vu ça en application, tout simplement.
et le dossier, bah, plus on avance et plus il est farfelu, quoi. Mais complètement, et je pense qu'il y a un autre facteur qui joue encore et qui met la pression à la NBA, c'est le développement du betting autour du sport pro et notamment de la NBA. Parce qu'à l'époque dont on parlait, l'époque de Joe Smith et enfin de cette histoire avec les Wolves, il n'y avait pas cet angle-là qui rentre en ligne de compte. Et ça, si jamais James Harden se présentait au training camp, mais que manifestement il fasse pas les efforts ou qu'il fasse le choix d'être mauvais à dessein, ça pose aussi des gros problèmes, je pense, pour la NBA d'un point de vue image et par rapport à toutes ces questions de betting, tout simplement. Donc la NBA va mettre son nez là-dedans et je pense que effectivement là ça sera pas il faudra que d'un côté comme de l'autre, notamment du côté des Sixers, ils soient assez béton dans leur défense et dans les arguments enfin les éléments qu'ils pourront apporter parce que vraiment ça la fout très mal, ça la fout très mal en termes d'image. La NBA, on sait qu'il y a rien que enfin c'est la chose la plus importante aux yeux de la NBA, c'est son image de marque. Son image de marque notamment de sport relativement propre par rapport à d'autres sports pro américains. Et donc ça, plus la hausse des salaires, les contrats records que signent les joueurs, je dis pas, encore une fois, j'ouvre pas la question pour dire que ce sont des salaires qui sont pas justifiés, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile aussi quand tu es une ligue d'avoir l'un de tes meilleurs joueurs qui gagne énormément d'argent, faire un petit peu de la rétention ou du moins dire ouais si c'est comme ça je vais pas jouer ou du moins comme il a pu le faire à d'autres moments arriver complètement hors de forme, totalement désintéressé. C'est voilà, j'ai du mal à comprendre un petit peu quand même ce qui s'est passé dans le clan Harden ou même en coulisses pour que les choses prennent cette tournure-là. En fait, je suis vraiment, vraiment étonné. À moins effectivement que Daryl Morey fait une promesse folle à la fin de la saison, tu vois, en lui disant bon bah active ta clause et puis on va te redonner pour tant un contrat comme ça, c'est sûr et certain. Ce qui serait un peu étonnant quand on connaît les relations entre le GM et le joueur qui s'entendaient très bien jusqu'à il y a pas si longtemps. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé. Bah, ce qui est marrant, c'est que justement, on parlait de Kevin McHale par rapport au dossier des Wolves, qui à l'époque était donc dans ce front office-là. Et Kevin McHale, qui a été coach aussi des Rockets de James Harden, a donné son avis sur la question. Et voilà, avec son expérience de GM, un petit peu de mec qui est traîné dans la ligue pendant quand même des années, des années. En fait, lui, il expliquait que selon lui, le problème de James Harden, ça vient des propriétaires. Dans le sens où Maury avait fait une promesse à Harden. Harden comptait signer ce contrat-là. Mais les propriétaires, en fait, ont dit stop parce que voilà, James Harden n'a pas été performant en playoff. Et donc, selon lui, alors après, c'est une analyse extérieure d'un mec qui a l'air un peu remonté contre James Harden, qui, dans son interview, le défonce un petit peu parce qu'il dit voilà, il est gros, il voulait pas jouer. C'était un mec qui était compliqué à gérer sur le plan coaching. Donc, il était un petit peu remonté. Mais quand même, l'analyse est intéressante. C'est de dire un petit peu Maury, lui, il avait l'intention de rendre tout le monde heureux. Joel Embiid qui voulait sa costard. Harden qui voulait son contrat, mais les propriétaires ont mis leur grain, et puis voilà, ça a déconné. Je trouve que c'est comment dire, une explication qui est plutôt cohérente et qu'il y a moyen que ça se passe comme ça. Maintenant, pour Harden, on peut comprendre, il y a toujours une bonne raison finalement pour qu'il demande son transfert. À Houston, il y a un changement de projet. À Brooklyn, il y avait tous les problèmes autour de Kyrie Irving, autour de Kevin Durant. On comprend pourquoi il veut partir. Maintenant, ce qui pose plus problème en termes d'image et en termes de pourquoi est-ce qu'il se fait autant descendre sur les réseaux, voilà, c'est la manière. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'il va continuer parce que là, ça commence quand même vachement mal avec ces histoires de Daryl Morey est un menteur, de je ne veux pas jouer. Est-ce qu'il va arriver complètement hors de forme au training camp, un petit peu comme d'habitude, parce qu'on est quasiment sur une habitude pour James Harden? Est-ce qu'il va finir par jouer? C'est toutes les questions qu'il faudra se poser dans les prochaines semaines et pour le début de la saison. Et là, ça va vraiment être la clé de cette affaire-là. Carrément, ouais, non, bah c'est clair. C'était marrant. Du coup, j'en profite quand même pour Kevin McHale qui rappelait quand même que il avait le sentiment que James Harden avait fait ce qu'il fallait pour qu'il se fasse lui-même virer au début de la saison suivante. En fait, il y avait pour rappel, il y avait une série hyper serrée face aux Clippers, série dans laquelle les Rockets étaient hyper mal embarqués et finalement ils sont revenus gagner un match décisif avec James Harden sur le banc et Joe Smith qui avait fait un festival incroyable à 3 points alors que c'était pas du tout sa spécialité. Et en gros, McHale, dans l'entretien dont tu parles, raconte que ça n'avait pas plu à Harden de s'être fait bencher, qu'au début de saison suivante, il était arrivé complètement hors de forme et que Kevin McHale s'était fait virer au bout de 11 matchs. Donc voilà, effectivement, il y avait un dossier assez lourd entre Kevin McHale et James Harden. Et puis presque un pattern finalement, parce que ce truc de justement t'arriver un petit peu hors de forme au training camp, bah, il l'a fait pour obtenir son transfert, il l'a fait pour faire virer un coach
si on croit vraiment Kevin McHale. Donc ça devient presque un pattern. C'est vrai que ces méthodes-là, elles sont un petit peu détournées, elles sont un petit peu, j'ai envie de dire surprenantes pour rester dans les euphémismes. Mais donc voilà, c'est ça qui rend le dossier Harden un petit peu palpitant quand même. C'est qu'on se demande jusqu'où il pourra aller pour obtenir son transfert, parce que même s'il y a toujours une bonne raison de le faire, il nous surprend quand même toujours par la manière dont il le fait. Ouais, c'est clair. D'autant que sinon, au pire, de toute façon, il y a Dwight Howard qui lui a proposé de le rejoindre à Taïwan. Donc, Bah, ça fait la transition absolument parfaite, voilà, incroyable. Le dernier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est Stan Van Gundy qui a fait une petite déclat, une petite sortie dans un podcast en l'occurrence, où, en fait, il était questionné par Darius Miles et je crois que c'était Richardson Quentin Richardson, ouais. et en l'occurrence, il était questionné sur la comparaison entre Anthony Davis et Dwight Howard. Alors elle peut être un peu sortie de nulle part cette comparaison parce que, voilà, c'est 2 mecs qui ont joué quand même, ils sont connus, ils ont joué ensemble, ils ont même gagné un titre ensemble. Mais mine de rien, pour l'instant, c'est un mec qui a joué 660 matchs et de l'autre côté, un mec qui en a joué 1200. Donc, c'est pas exactement le même niveau de carrière. Mais le truc qui est important, c'est que Davis est passé dans l'équipe des 75 ans de la NBA et Dwight Howard n'a pas fait le cut. Et ça, visiblement, ça énerve Van Gundy qui nous dit: vous ne pouvez pas affirmer qu'Anthony Davis est une meilleure carrière que Dwight Howard, c'est absolument ridicule. Et qui, en fait, nous dit concrètement que Howard aurait dû remplacer Davis dans la team des 75 meilleurs joueurs de la NBA. Là, on n'est plus sur de l'opinion. Théo, qu'est-ce que toi t'en penses? Tu aurais plutôt mis Dwight Howard, plutôt Anthony Davis? Moi, j'aurais mis Dwight Howard, effectivement. Et en fait, je pense que ce qui handicape Dwight Howard, c'est que finalement, sa carrière était trop longue. Et qu'on a pu voir son déclin. Déclin pour des raisons physiques, d'une part, hein, parce qu'après ses problèmes de dos, ça n'a plus jamais été le joueur dominant qu'on avait vu. Puis après, il y a une partie aussi qui est de sa faute, hein, son refus de s'adapter dans le jeu avec les Lakers, ses sorties parfois fantasques. Mais tout ça, je pense que ça fait oublier un petit peu la fenêtre durant laquelle Dwight Howard a été l'un des joueurs les plus dominants de la NBA. L'année où Orlando va en finale, Dwight Howard est un candidat sérieux au titre de MVP. Il mène cette équipe d'Orlando qui repose sur lui jusqu'en finale NBA face aux Lakers, finale perdue face à Kobe et pas au Gasol. Mais malgré tout, quand on regarde le nombre de fois où il a été défenseur de l'année, quand on regarde voilà l'impact qu'il a eu avec cette équipe d'Orlando, je pense qu'on a oublié le joueur que ça a été. Et je partage en fait l'avis de Stan Van Gundy parce qu'en fait, si tu peux pas finalement, il a gagné, enfin, il a pas gagné moins de titres que Dwight Howard, qu'Anthony Davis. Certes, quand il gagne avec les Lakers, c'est Anthony Davis, et bien entendu un joueur bien plus fort que Dwight Howard et un impact bien plus important dans le succès des Lakers, ça je le remets pas en cause. Mais pour autant, euh, Anthony Davis a jamais mené une équipe aussi loin que Dwight Howard avait pu le faire à l'époque, avec une belle équipe, hein, JJ Redick, j'oublie Edo Turkoglu, j'oublie le nom de Rashard Lewis, pardon, voilà, je cherchais Jamir Nelson, voilà, c'était une belle équipe qui avait quand même sorti les Celtics, qui avait quand même sorti les Cavs, qui étaient les grands favoris pour aller en finale NBA. On se rappelle que la NBA, pardon, avait fait toute une campagne de promo, prié un petit peu pour qu'on ait une finale LeBron James, Kobe Bryant. Si ça n'a pas été le cas, c'est parce que le Orlando Magic s'est mêlé de tout ça. Donc moi, je partage l'avis de Stan Van Gundy là-dessus, ouais. C'est marrant, t'as pas mentionné Nick Anderson dans ces équipes du Magic Nick de Dwight Anderson. Howard. Mais non, mais clairement, c'est vrai que il a quand même un tas d'arguments. Donc, il y a ses 3 titres de défenseur de l'année. Il y a tout ce qu'il a fait en tant que franchise player un petit peu. Et justement, ce qui justifie Stan Van Gundy, c'est il dit en fait les seuls gars qui étaient au niveau de Dwight pendant son prime, c'était LeBron James et Kobe Bryant. Alors certains pourront dire Derrick Rose aussi qui a été MVP pendant cette période-là aussi. Il y a peut-être d'autres gars qui peuvent se glisser là-dedans. Mais c'est vrai que c'était un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Et qu'Anthony Davis, lui, individuellement, dans une équipe dont il était le patron, n'a jamais été aussi loin. Se qualifier en playoff, c'était déjà quelque chose de quasiment miraculeux pour eux, parce que c'était pas une équipe de playoff New Orleans à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il a de l'avantage comme ça. Maintenant, je trouve qu'Anthony Davis a aussi quand même ses arguments. Je suis toujours un petit peu la Suisse, un petit peu neutre, etc. Mais voilà, Dwight Howard, c'est un profil qui est défensivement monstrueux. Anthony Davis, il est quand même plus polyvalent offensivement. Il a quelque chose de plus moderne dans ce qu'il laisse derrière lui. Il y a aussi quelque chose de plus, comment dire, euh, de plus révolutionnaire, entre guillemets. On a rarement vu un joueur comme Anthony Davis qui était capable d'être aussi fort défensivement, aussi polyvalent offensivement, aussi fort aussi d'ailleurs. Et en tant que deuxième option, gagner un titre, voilà, c'est quand même une belle ligne ajoutée à son palmarès. Je pense qu'un MVP ou un Depoy, dans un meilleur contexte collectif, il aurait peut-être pu le faire en l'occurrence. Maintenant, voilà, si
on est les gars de l'équipe, enfin, qui montent l'équipe des 75, le palmarès, ça a l'air de compter pas mal quand même. Les mecs qui ont gagné des titres, ils sont partout dans la liste. Les mecs qui ont pas de palmarès, ils sont quand même assez rares. En l'occurrence, Dwight Howard, en termes de palmarès, voilà, c'est au-dessus d'Anthony Davis. En termes de legacy, pour l'instant, c'est au-dessus d'Anthony Davis parce que bah, il a joué 2 fois plus. Il a eu un pic qui était sans doute plus élevé. Parce que voilà, quoi, c'est vrai qu'on a vu le déclin, on a ça en tête. Mais pendant des années, il était à son top. Anthony Davis, pour l'instant, bah, le mec reste relativement jeune. Il n'a pas du tout fini sa carrière. Donc on ne sait pas encore comment ça va finir. Et peut-être que dans 5 ans, justement, on aura un peu la même impression de déclin qu'avec Dwight Howard et du coup, il baissera dans le standing. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, où Anthony Davis il est un petit peu dans son pic, bah, moi, je suis affecté par cette vision-là. Je suis dans la vision du présent. Et quand je compare Dwight Howard et Anthony Davis, bah, j'ai du mal à pas. Mon cerveau, il a du mal, tu vois, à pas se focus sur le présent et à pas me dire, bah, il y a quand même moyen de débattre, quoi. Mais, euh, mais je trouve que le débat est plus nuancé que ce que Stan Van Gundy veut bien dire. Même si j'aurais mis Dwight Howard dans la liste 75, je peux comprendre qu'on puisse défendre Anthony Davis et je peux comprendre que les votants aient mis Anthony Davis dans le lot, surtout avec un petit peu du coup cette culture de l'instant qu'il y avait à ce moment-là. Ouais, le gros problème aussi de ce top 75, c'est que on sait toujours pas quels sont les critères. Parce que si tu me demandes qui est le meilleur joueur de basket entre Anthony Davis et Dwight Howard, je vais dire c'est Anthony Davis. Anthony Davis est le meilleur joueur Ah, de c'est ça. basket. Mais si tu me demandes lequel a été le plus dominateur, pour moi la question elle se pose même pas en fait. C'est vraiment Dwight Howard. Et même offensivement, je suis totalement d'accord pour dire que Anthony Davis est un joueur plus complet, est un meilleur attaquant. Mais tout le succès d'Orlando était basé malgré tout sur l'impact offensif que Dwight Howard pouvait avoir à l'époque. Et Orlando fait un petit peu partie de ces équipes qui ont été précurseurs, qui ont été des précurseurs du jeu actuel avec beaucoup de shooters à 3 points qui étaient tout le jeu finalement reposait sur la domination à l'intérieur de Dwight Howard. Alors pas par des moves à la Hakim Olajuwon, mais par des qualités athlétiques démentielles, une capacité à finir au cercle comme il n'y avait pas de rival à l'époque. Il faut se rappeler que vraiment à cette époque-là, en termes d'impact physique, dans un jeu qui était très différent, où il y avait encore des grands qui jouaient près du cercle, il n'y avait pas d'équivalent pour Dwight Howard. La chose la plus proche, c'est Shaquille O'Neal qui était sur la fin de sa carrière. Donc, oui, le problème, c'est ce problème de critères pour les top 75, mais c'est pas le seul. Mais c'est vrai que moi, il y a 2 joueurs vraiment où j'ai pas compris qu'ils ne soient pas dans les 75, et je suis même pas fan de Dwight Howard. C'est vraiment sur le palmarès et sur l'impact qu'il a pu avoir. Mais je comprends pas que Dwight Howard ni Klay Thompson n'aient pas été inclus dans la liste des 75. Moi, ça me semble fou parce que quand même, je suis le premier à dire que parfois les titres NBA sont un peu trop mis en valeur en fait quand on compare des joueurs pour dire qui était le meilleur des joueurs. Mais il y a un moment, faut que ça peut quand même rentrer en... Enfin les titres ou les trophées, je veux dire, les titres NBA ou les trophées sont parfois trop mis en valeur. Mais malgré tout, je pense que voilà, les 3 titres de défenseur de l'année de Dwight Howard, c'est vraiment pas anodin. Les titres de champion de Klay Thompson, c'est pas anodin. Moi, je comprends pas que ces 2 joueurs n'aient pas été inclus dans les 75. Même dans la liste, on peut rajouter Tony Parker aussi, qui était quand même un vrai candidat, et Pau Gasol aussi, hein, toujours dans la veine intérieure, qui n'était pas dans le top. C'est vrai qu'il y avait voilà, des trucs qu'on a pu retoquer. Je suis d'accord avec toi, le problème, c'est les critères, et pareil, ce que j'ai dit avant, c'est un petit peu plus maladroitement ce que tu as dit. C'est-à-dire que, vu qu'on ne sait pas les critères, si on nous parle du meilleur basketteur intrinsèquement, je pense qu'Anthony Davis va faire le cut. Si on parle vraiment du mec qui a eu la meilleure carrière, voilà, Dwight Howard, c'est un petit peu plus difficile enfin, c'est plus facile à caler là-dedans et ça va être difficile de défendre Anthony Davis sur la carrière par rapport à Dwight Howard. Et par contre, oui, c'est ça, c'est que il faut se souvenir aussi, quand on fait un top, de combien de fois le mec a été deuxième du vote pour le DPOY, combien de fois il a été troisième, combien de fois il a eu un impact défensif énorme, parce que être premier d'un trophée, alors certes, ça reste sur le CV, c'est ça qu'on garde en tête, mais c'est pas parce que on a le trophée qu'on a forcément été un meilleur défenseur qu'un mec qui a été 4 années deuxième du vote pour le DPOY. Voilà, je dis ça un peu au hasard, tu vois, mais tu comprends l'idée, c'est qu'il y a beaucoup plus de contexte. Et ces comparaisons-là entre joueurs qui ont joué à différentes époques, qui ont différents palmarès, qui ont des styles différents, elles sont beaucoup plus difficiles qu'on veut bien le prétendre parce que ça se limite pas à une comparaison statistique et une comparaison de palmarès. Et puis bon, bah, ouais, lui, il a mis plus de points, il a gagné 3 DPOY, lui, il a gagné un titre en tant que seconde option. Allez hop, ça fait le cut et on dit que lui, il est meilleur que lui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve que ces débats-là, ils sont trop souvent simplifiés et sursimplifiés et qu'on perd un petit peu cette nuance-là et que c'est un peu dommage. C'est clair, c'est clair.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ces questions-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt Dwight Howard, plutôt Anthony Davis? Est-ce que vous êtes plutôt Nick Anderson justement? Donc, vous nous dites ça dans les commentaires et puis évidemment, bah, voilà, on va se retrouver toute la semaine pour ces CQFR. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui découvrent, abonnez-vous parce qu'il y en aura tous les jours et ça continuera pendant la saison NBA et d'ici là, je vous dis salut et salut Théo. Salut à tous!